Vient de démarrer. Bonjour et bienvenue au webinaire consacré à RSA. Mon nom est François Augière et je serai assisté pour la présentation d'aujourd'hui de mon collègue Guillaume Chazal. Le sujet de ce webinaire est dimensionnement béton, procédure pour le dimensionnement des poutres, poteaux et semelles BA. Donc les sessions précédentes de ces webinaires sur Robot sont enregistrées, sont disponibles sur notre chaîne YouTube dont les liens sont indiqués sur ce slide. Et sont aussi disponibles les téléchargements des présentations utilisées lors de ces sessions. Donc un petit rappel sur le concept de webinaire, nous nous intéressons à plusieurs sujets d'un point de vue des soucis et solutions apportés par le support sur ces sujets. En partant des fonctionnalités abordées dans le logiciel, nous développerons ces sujets en fonction des questions que vous pourrez nous poser en fin de présentation. Je vous rappelle aussi que ces sessions ne peuvent évidemment pas remplacer une formation en bonne et due forme, vu la durée de la session. Donc quelques liens qui peuvent vous être utiles, le lien vers le forum français sur Robot, la boîte à idées ou les demandes de développement, et le lien sur le forum pour les feedbacks sur les webinars, où nous répondons aussi aux questions posées pendant le webinaire. Tout est écrit là-dessus et sont aussi là-dessus mis les liens vers les enregistrements des sessions de webinaire. Donc dans ce webinaire, nous allons nous intéresser au dimensionnement des poutres et poteaux BA et aussi aux semelles isolées et semelles filantes sous poteau. Nous verrons comment créer un modèle qui soit conforme aux exigences des modules béton de Robot et vous familiariserez avec la définition des charges et des combinaisons. Puis nous discuterons de la définition des paramètres qui pilotent le calcul du ferraillage pour le type d'éléments concernés. Le prochain webinaire traitera lui aussi de dimensionnement béton armé, mais plus pour le surface site, les plaques et coques, dalles et voiles. Donc, quel que soit le type de structure béton que vous calculiez, il est très important de créer le modèle de façon à pouvoir calculer le ferraillage de chacun des éléments. Le plus important est donc d'utiliser ces types de sections, des types de sections qui soient supportés par les modules de dimensionnement béton. Laissez-moi vous montrer quelques types de formes et de types de sections pour les poutres BA et poteaux BA. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que dans la version 2016 de Robot, vous pourrez plus facilement associer la classe de béton à la section définie, enfin en tout cas le matériau à la section définie, et ce directement dans la boîte de dialogue nouvelle session. Laissez-moi vous montrer ça sur le modèle. Donc on définit une section et quand on choisit un type de section béton, voilà les types de sections qu'on peut aborder et donc c'est très important d'associer les deux. Voilà. Je voudrais vous rappeler que donc, le module ferraillage théorique des barres BA et les modules de ferraillage réel, c'est-à-dire poutre BA, poteau BA, semelle BA, etc., les modules d'exécution, reconnaissent les éléments de manière différente. Vous devez donc définir, par exemple, si vous définissez des poutres multitravées, avec un élément barre pour chaque travée dans le premier cas, quand on veut les utiliser dans le module ferraillage théorique des barres BA, ou vous pourrez les définir comme une chaîne d'éléments plus petits à l'intérieur d'une même travée, ou même avec des changements de section éventuels, comme montré sur ce slide, ou comme une seule barre de bout en bout, si vous avez l'intention d'exporter vers la module d'exécution. Donc, si je vous montre ça dans notre modèle, hop, je sélectionne une barre. Donc ici, on voit que la barre sélectionnée, c'est une semelle filante sous les poteaux. Si on sélectionne ces poteaux et qu'on ouvre ça dans une nouvelle fenêtre, on voit que le numéro de barre, il y a un seul numéro de barre pour la barre sélectionnée, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas être calculée, comme on vient de le dire, dans le module ferraillage théorique des barres BA. Voilà. Par contre, si on sélectionne d'autres barres, comme là, 155. Voilà. Qui sont des poutres à plusieurs travées. Si on ouvre ça dans une nouvelle fenêtre, qu'on affiche les numéros de barres, on s'aperçoit qu'elles sont définies à chaque fois en deux barres.
Donc ces poutres-là, vous pourrez à la fois les exporter vers le module de ferraillage théorique des barres BA, soit l'envoyer vers les modules de ferraillage réel poutre BA. Voilà. Donc, tout dépend de la façon dont on a modélisé, c'est pour ça que c'est très important. Dans le cas particulier d'une poutre BA en I, il faut savoir qu'on ne pourra la calculer, elle, que dans le module ferraillage théorique des barres BA, pas dans les modules d'exécution poutre BA. Pour ce qui s'agit des poteaux, les poteaux pour lesquels vous désirez calculer le ferraillage, ils doivent être saisis séparément, c'est-à-dire un poteau par un niveau. Cela permettra d'attribuer correctement leurs paramètres et coefficients de flambement. Donc c'est ce qu'on montre sur ce slide et je peux vous montrer ça dans le modèle. Donc j'ai sélectionné les poteaux et on voit quand on affiche les numéros de barres, voilà, c'est des poteaux par niveau, ou même quand on a un poteau qui est constitué de plusieurs barres, voilà, là il faut absolument pouvoir le séparer de cette façon-là. Concernant les excentrements, il n'est pas recommandé d'utiliser les excentrements verticaux pour les poutres BA dont vous désirez calculer le ferraillage, car ils influencent la valeur des efforts internes en augmentant de manière importante l'effort axial, traction, et en réduisant le moment de flexion. Donc c'est d'ailleurs la même chose pour les poteaux. N'excentrez pas un poteau juste pour le faire correspondre avec le nu d'un voile par exemple, car vous aurez un moment de flexion additionnel qui sera créé, donc que vous voudrez peut-être pas être pris en compte dans le ferraillage. Nous présentons là sur ce slide une méthode pour calculer les poutres en T dans une dalle sans utiliser les excentrements. Comme vous pouvez le voir, au lieu de définir une poutre en T, nous la remplaçons dans le modèle de calcul par une section rectangulaire dont on augmente artificiellement l'inertie pour avoir une distribution correcte des charges dans la poutre. Et ensuite, une fois qu'elle est exportée vers le module poutre BA, une fois le calcul RDM fait et la poutre exportée avec ses efforts internes, on change la poutre pour une section en T dans le module d'exécution. Donc, c'est ce qu'on peut vous montrer sur le modèle ici. Je sélectionne une poutre. Voilà, on a une poutre. Donc si on l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, qu'on affiche dans les sections, le nom de la section, je ne sais pas si vous voyez bien donc une travée avec une section rectangulaire classique, et l'autre travée avec la poutre en T, mais qu'on a déjà remplacée par une section rectangulaire dont on a augmenté l'inertie. Voilà. Donc je vous montrerai la suite quelques slides plus loin. Donc pour ce qui s'agit des poutres courbes ou des poutres cintrées, elles doivent être absolument fractionnées en une chaîne d'éléments droits. Vous pourrez alors utiliser le module de ferraillage théorique des barres BA pour calculer les sections d'armature nécessaires. Alors pensez bien à définir des appuis à largeur 0 dans le type de barre attribué à chaque segment intermédiaire, sauf évidemment pour les deux éléments à chaque extrémité. Dans la partie pour ce qui concerne le chargement et les charges d'exploitation notamment, dans la partie structure de robot, il n'y a pas de schéma automatique de chargement qui correspond à un chargement chargé, travée chargée, travée déchargée. Donc il faudra définir vos charges d'exploitation dans des cas de charge séparés et vous pourrez ensuite, dans les combinaisons automatiques, définir des groupes et des relations de ces cas afin de générer les combinaisons nécessaires. Par contre, le module poutre béton armé, ferraillage réel, gère automatiquement ce principe, donc travée chargée, travée déchargée, si la poutre a été saisie directement dans le module d'exécution. Il faudra définir tous les types de combinaisons et pondérations nécessaires et les modules de dimensionnement béton les assigneront aux différents types de vérifications particulières comme par exemple si on a du séisme ou les vérifications de flèches, etc.
dans la façon de gérer les pondérations automatiques ou les combinaisons manuelles. Donc ça a été décrit dans le webinaire précédent, dimensionnement acier. Donc je vous conseille de vous y référer si besoin est sur notre chaîne YouTube. Pour calculer des armatures nécessaires sur une poutre, il faut d'abord sélectionner cette poutre et puis cliquer sur l'icône qui est montrée ferraillage réel des éléments BA, qui est montrée sur ce slide. Vous pourrez alors exporter les résultats des cas simples et permettre au programme de générer les combinaisons réglementaires automatiques dans le module de ferraillage réel des poutres BA, ou bien importer les combinaisons manuelles qui auront été éventuellement générées sur le modèle. Donc si on revient sur notre modèle, avec cette poutre, on va l'exporter vers le module d'exécution. Voilà, donc il va nous afficher la boîte de dialogue de ce qu'il a reconnu dans la géométrie de la poutre. Donc là, on n'a pas de combinaison manuelle, on va choisir les cas simples. Il va nous montrer la poutre, voilà. Donc on peut afficher, étant donné que la structure est la poutre est issue de la structure, on peut enlever l'affichage des noms simplifiés. Donc l'affichage, ce sera à ce moment-là les numéros d'éléments. On voit que les appuis sont ici des panneaux avec leurs numéros. Si on regarde dans la structure, la poutre comme on était configuré, voilà, on a la petite travée ici et la grande travée avec la poutre en T ici. Donc on peut dans le module, pour que ce soit plus pratique aussi, changer l'orientation. Et on peut maintenant donc sur cette travée redéfinir une poutre en T. Voilà. Hop. On peut éventuellement, si vous avez besoin, appliquer des décalages de niveau et décaisser avec ce bouton-là. Voilà. Donc, quand on exporte une poutre vers le module de dimensionnement, le programme vérifie automatiquement ses appuis. C'est à ce moment-là que vous pourrez décider, par exemple, si les poutres aboutissantes doivent être traitées en tant qu'appui et vérifier, par exemple, que seulement les poteaux et voiles définis sous la poutre sont traités comme tels. Donc, pour le module ferraillage théorique des barres BA, pensez à bien définir les dimensions d'appui dans le type de barre qui est attribué à l'élément dès le modèle. Donc, si on regarde ça sur notre fichier, donc si on choisit une poutre, hop, on va fermer les fenêtres, excédentaire. Ah, ma sélection, je l'ai perdue. 700. 783, tac. Voilà. Donc, on a une poutre ici, une poutre en 3 travées. Donc, si on exporte cette poutre, toujours avec le même bouton. Donc, si on contrôle les appuis, donc on voit que là, il y a un appui additionnel. En fait, il a identifié un panneau aboutissant comme étant un appui. Et donc, si on veut respecter ce qu'on avait de l'autre côté, on décoche, on choisit quels appuis on veut exclure éventuellement pour retrouver la poutre telle qu'on l'avait dans la partie structure. Voilà, on retrouve notre poutre qui était plutôt orientée comme ça d'ailleurs. Voilà, on peut montrer un autre exemple avec la poutre
99. Voilà, qui est une poutre entre voiles d'about. On voit que cette poutre ici fait 6,21 m entre nus. Et donc, si on l'exporte, ok. Voilà. Donc on voit que là entre nus, même si la longueur au milieu des appuis est respectée, entre nus, ça ne respecte pas ce qu'on avait sur la structure. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller modifier la largeur des appuis. On pourrait même rentrer, vu qu'on avait des voiles aboutissant à chaque extrémité, on pourrait même rentrer la dimension des voiles. Et on va aller appliquer un excentrement. Et on applique. Et on retrouve bien notre longueur de portée de calcul entre nus de ce qu'on avait sur le modèle. Donc pour le module poutre sur sol élastique, donc ce module d'un robot est basé sur le module poutre BA. Il est donc destiné au calcul des longrines sous poteau plutôt que sous voile. Aujourd'hui, nous allons voir particulièrement justement la conception d'une longrine sous une chaîne de poteaux. Et nous verrons ce qu'il en est sous un voile BA pour notre prochain webinaire. Donc les sections supportées là sont les sections rectangulaires ou anti-inversées. Et pour pouvoir exporter un élément du modèle vers le module poutre sur sol élastique, il est nécessaire que la barre soit définie en tant que barre et non pas en tant que poutre comme élément de construction, et qu'on ait défini un sol élastique sur la barre. Comme le module n'est pas prévu pour prendre en compte le moment hors plan, il faudra assumer que les relâchements correspondants aient été définis sur les barres aboutissantes. Donc si on revient sur notre modèle, si on sélectionne la barre 1874, voilà, ok, notre poutre de tout à l'heure. Donc son type élément est bien élément de construction ici en tant que barre, et on peut afficher, si on l'isole, je vais enlever ça. Donc on va aller regarder le sol élastique qui a été défini. On voit qu'il y a un sol élastique qui a été défini le long de la barre. Voilà, c'est celui-là. Et si on regarde donc la valeur de sol élastique, ici on a presque 86 000 kilopascales. Si on exporte cette poutre vers le module d'exécution, ok. Et donc si on va voir les paramètres du sol, on voit que donc, ce qui a été défini dans la partie structure est bien récupéré avec le coefficient d'élasticité ici sur notre poutre sur sol élastique. En ce qui concerne les poteaux, donc ils peuvent être exportés depuis le modèle de la même manière que les poutres BA, mais il est possible, un petit peu comme dans le dimensionnement des familles, dans la partie dimensionnement acier, où une famille regroupe plusieurs pièces. Donc il est possible de calculer un ferraillage identique pour un groupe de poteaux BA de même géométrie, en cochant la case à coche qui est montrée ici suivant la géométrie. Donc dans la partie mode de groupement de la boîte de dialogue qui s'affiche au moment du transfert. Donc si on vient sur notre modèle, ok, et que ce coup-ci, 1871, 73. Voilà, c'était les trois poteaux qui aboutissaient sur la longrine. Donc si on exporte, et que là on choisit suivant la géométrie, ok. Donc on a bien des poteaux qui sont groupés ici, et si on va voir les charges, on voit que il a récupéré les charges qui proviennent des trois poteaux. On a les trois numéros de poteaux, et donc ce sont dans des groupes différents. Et donc
le poteau, puisqu'il n'y a plus qu'un poteau, va être dimensionné en fonction de ses charges, en fonction des charges prépondérantes, etc. Et donc ça sera le même dimensionnement qui sera appliqué aux 3 poteaux. Si maintenant on refait cette même manipulation, mais ce coup-ci, donc mes poteaux sont toujours sélectionnés, mais ce coup-ci dans la boîte de dialogue de transfert, je décoche suivant la géométrie. Voilà, donc là j'ai l'export de mes poteaux qui se fait en tant que poteau individuel et on peut vérifier, par exemple dans les charges, chacun sera dimensionné avec ses propres efforts internes et donc on pourra avoir à ce moment-là 3 dimensionnements différents, 3 ferrages différents. Voilà. Donc ça c'est important. Donc pour ce qui est des semelles BA, pour calculer une semelle BA, il faut bien vérifier que l'orientation des poteaux que vous avez sur cette semelle BA correspond bien avec les directions des appuis, si l'appui est orienté. Si ce n'est pas le cas, il faudra sans doute redéfinir l'appui avec le bon angle de rotation. Ça peut être réalisé comme on voit dans la boîte de dialogue des appuis avec le bouton direction. Donc si je vous montre ça sur notre modèle. Donc si je sélectionne le poteau 1792 et son appui 367, j'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà, je vais enlever la section, afficher le repère local, et si j'affiche aussi dans les attributs le repère locaux, et en se mettant sur une vue du dessus, on voit que l'orientation de l'appui ne correspond pas à l'orientation de la barre. Donc la barre, si on la sélectionne, le poteau, on voit qu'il y a un angle gamma qui est appliqué sur ce poteau de 21,6 degrés. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut aller définir un nouvel appui. Hop, on va dans direction. Et ici, on va rentrer donc 21,6 degrés. L'angle alpha, c'est l'angle pour l'axe Z. OK. Je sauvegarde ça sous un nouvel appui. Et donc cet appui 2, je vais l'appliquer à mon nœud 367. Je l'applique. Donc là, ça a modifié effectivement mes résultats. Je rechargerai mon fichier pour pas perdre les résultats. Mais c'est juste pour vous montrer que, du coup, voilà, les deux sont parfaitement alignés, même si c'est pas par rapport aux axes globaux. Et du coup, après, on peut transférer la semelle vers le module de dimensionnement des semelles BA. Donc je vais tout de suite recharger pour pas perdre mes résultats, vu que j'ai fait une modification au fichier. Voilà. Ensuite, donc pour les semelles, pour calculer une semelle, on sélectionne les nœuds d'appui, on les exporte, ainsi que les valeurs de réaction vers le module semelle BA. On peut aussi grouper des appuis pour un dimensionnement de fondation identique, comme on l'a fait pour les poteaux BA, ou bien dimensionner les semelles individuellement. Là, dans l'exemple que je vais vous montrer, on a des charges qui sont différentes pour chaque semelle, donc on va les calculer séparément. Donc on va décocher l'option qui permet de réunir les barres et de dimensionner une seule semelle. Donc si on revient dans notre modèle, alors pour la sélection, on va sélectionner déjà tous les nœuds d'appui, donc appui quelconque, et on va faire ensuite une sélection croisée. On veut les appuis sous les poteaux, donc barre, on va chercher toutes les barres, on fait une sélection croisée ici. Donc là, on met les nœuds d'appui. Pour d'appui sous les poteaux, pardon, pour voir ça mieux, on va aller ici dans les barres et on va les sélectionner en fonction de l'appartenance de ces nœuds. Voilà, donc normalement, si on ouvre ça dans une nouvelle fenêtre, voilà, on a toutes les tous les appuis qui étaient sous des poteaux et les poteaux. Donc bon, là pour les sports, on va enlever juste, on va garder la sélection des nœuds, on va exporter. Voilà, donc là, on ne va pas grouper nos appuis.
pour dimensionner une seule semelle. Voilà. Et on va retrouver toutes nos semelles ici. Donc il suffit de sélectionner une de ces semelles. Voilà. On va aller lui appliquer, mettons, un sol spécifique. Hop. Simple. OK. On met 0,5. Appliquer. On va aller sauvegarder ce sol. Voilà. Et ensuite, si je sélectionne toutes mes semelles, je vais pouvoir appliquer ce sol élastique ici à toutes mes semelles. Et donc après, si je prends une semelle quelconque et que je vais dans les paramètres de sol, je retrouve bien mon sol, voilà, que j'avais sauvegardé et appliqué à toutes mes semelles. Ensuite, alors, j'ai un problème. Présentation. Donc, il est aussi possible de calculer une semelle BA sous deux nœuds d'appui. Donc ça, je vais vous montrer comment faire dans notre exemple. Hop. Si je retourne sur la structure, fermer ces fenêtres. Et que je sélectionne par exemple les appuis 1938 et 80. 39. Voilà. Et que, donc si je sélectionne les barres d'après les nœuds, voilà. Donc ce sont ces deux poteaux très proches. Si j'exporte donc ma sélection de nœuds, ok. Et donc là j'ai un message supplémentaire qui me dit, voulez-vous projeter une semelle pour les deux poteaux? Oui. Voilà. Et ensuite, je retrouve avec ma semelle à deux fûts, voilà, qui a été calculée d'après l'export de mes deux nœuds d'appui. Ensuite, pour le module ferraillage théorique des barres BA, donc ce module est très similaire au module de dimensionnement des barres acier qu'on a vu dans le précédent webinaire. Donc les calculs de ferraillage sont réalisés sur un nombre de points spécifiés et sont basés sur les paramètres assignés aux différents éléments du modèle. Les résultats sont disponibles à la fois sous forme de tableau ou sous forme de diagramme. Donc, si je montre ça dans le logiciel, hop, je reviens à la partie géométrie. Donc il y a un bureau spécifique qui est dédié pour ça. Voilà. Donc on peut cocher ici directement parce qu'on a les pondérations qui ont été générées. Très important donc de bien générer les pondérations pour pouvoir après y faire appel pour les modules dimensionnement. On va mettre que 3 points pour que le calcul se déroule plus rapidement. Donc c'est assez similaire là de ce qu'on peut voir dans le module de dimensionnement acier où on spécifie aussi un nombre de points. On va chercher les pondérations ou les combinaisons ou la liste des cas de charge et on spécifie la liste des barres pour lesquelles on veut calculer le ferraillage. Donc c'est très important d'avoir bien défini les paramètres de type de barre béton ainsi que les paramètres de ferraillage avec les hypothèses d'enrobage, de section pour laquelle on va aller calculer le bras de levier, etc.
Voilà, donc le message aboutit. S'il y a des erreurs ou avertissements, il nous l'indique. Voilà. Donc on verra les erreurs, comment afficher les erreurs un petit peu plus loin. Donc vous voyez que pour mes barres, j'avais demandé 3 points, et donc j'ai mon ferraillage qui a été calculé pour mes barres. On peut aussi afficher ça donc en plus sous forme de tableau, en affichage de la section théorique. On peut par exemple aller donc ne aucun barre toutes. Je les ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je vais enlever les sections, donc voilà toutes les barres de ma structure. Et donc on peut aller afficher avec les résultats sur les barres, les résultats de ferraillage sous forme de diagramme sur les barres. Voilà, donc c'est assez pratique pour avoir un aperçu rapide. Donc si on revient à la présentation. Donc pensez bien à attribuer à la fois un type de section, comme je vous l'ai dit, un type de section béton et pour toutes les barres que vous allez calculer. Ensuite, voilà. Donc quand on calcule les poutres BA, il faut se rappeler d'inclure bien sûr tous les efforts internes qu'on veut prendre en compte en considération pour le calcul. Ça se fait de façon différente dans le module poutre béton armé ou dans le module de ferraillage théorique des barres BA. Il est aussi possible de décider donc selon le type d'appui, vous pouvez décider quelle valeur de moment de flexion et d'effort tranchant vont être pris en compte pour le calcul des armatures. Alors, il faut bien avoir à l'esprit dans le module poutre BA que les types d'appui rotule ou encastrés qu'on peut choisir ici n'ont pas d'influence sur une poutre qui est calculée, n'ont d'influence que sur une poutre qui est calculée en stand-alone. Et donc, ça n'a pas d'influence lorsque, comme on fait actuellement, on transfère des poutres de la partie structure vers le module. Donc, si on regarde sur le modèle de calcul, aucune. Je choisis la barre 620, voilà une petite poutre ici, et que je l'exporte. Ok. Donc on peut afficher, comme on l'a vu, voir les noms complets de ce qui est appliqué. Et si on va voir les résultats des diagrammes de moment, on voit bien les deux appuis, ici les deux appuis béton pour l'instant, avec l'appui A2 80, le nu A2 93 ici. Si on revient sur la poutre, on peut considérer que mon panneau est un mur en maçonnerie. À ce moment-là, je coche maçonnerie. On voit que ça grise l'appui et on peut aller voir sur le diagramme que ça a tout de suite été pris en compte, que ce coup-ci, on va bien plus loin sur l'appui pour aller chercher des valeurs de moment. Donc, voilà. Donc on peut aussi, en plus de la décision de type d'appui à prendre en compte, on peut vouloir que la répartition des cadres soit différente justement au niveau de ces appuis. Donc si on revient sur notre modèle, voilà, si on calcule son ferraillage, on voit que ici, au niveau de l'appui, il y a un souci puisque l'appui est en maçonnerie, donc il nous dit qu'il y a un souci au niveau des cadres. Et donc ce qu'on peut aller faire, c'est aller donc dans les dispositions de ferraillage, sur les l'onglet transversaux, pour le ferraillage des appuis. Là on lui a dit de ce côté-là, on a un appui en maçonnerie. Donc on va les régler. Voilà. Et si on calcule la poutre, on voit qu'on n'a plus le message d'erreur et qu'on est allé rajouter les cadres sur cet appui de voile maçonnerie. Donc
On peut aussi, pour une poutre, quand on a besoin d'augmenter la capacité d'une poutre béton armé qui est un peu juste de passer, on peut prendre en compte les aciers de montage dans les calculs. Pour faire cela, comme montré sur ce slide, il ne faut pas oublier de changer la classe d'acier qui est utilisée pour les aciers de construction et de mettre la même classe d'acier que les armatures principales. Donc si on regarde de nouveau sur notre modèle, sélectionne 71, hop. Tac. OK, à l'apport, on va changer les conditions d'appui. Donc si on lance le calcul, et qu'on va voir le ferraillage, on s'aperçoit ici que on a à la fois les aciers de construction et les aciers principaux qui se recouvrent. Donc ça, on peut aller le changer facilement et aller prendre en compte, comme je vous ai dit, prendre en compte dans les calculs les aciers de construction. Ici, on recalcule. Voilà, on voit que ici, c'est bien mieux. On n'a plus que nos aciers de construction qui filent et les barres. On peut voir ici que les aciers de construction ne filent pas tout du long. Ça, c'est parce qu'on est allé ferrailler par travée au lieu de ferrailler par fil. Voilà, donc on a nos aciers de construction qui filent tout le long et nos aciers principaux qui se trouvent là. Hop. Ok. Donc pour l'exploitation des résultats, on peut utiliser les diagrammes pour vérifier les résultats donc le long d'une poutre et ainsi déterminer ce qu'il faut corriger ou modifier quand une erreur est signalée pendant le calcul. Selon le paramétrage des options de calcul, on peut vérifier les diagrammes enveloppe des efforts internes. C'est le choix qui est fait par défaut quand on est en flexion simple. Ou les diagrammes pour chaque combinaison, par défaut quand on prend en compte l'effort axial. Donc si on retourne sur notre poutre ici et qu'on va sur les diagrammes, donc on peut voir que ici on a le choix pour, on voit les enveloppes en fait de tous les cas, mais qu'on peut, si on va dans les options de calcul avancées et qu'on prend en compte la force axiale, vous voyez que ça grise ici, afficher diagramme pour toutes les combinaisons, on aurait pu aussi juste afficher diagramme pour toutes les combinaisons. Hop, hop, je relance le calcul, qui va être un petit peu plus long que précédemment, parce que là il va générer les résultats et les diagrammes pour chaque combinaison. Voilà. Et donc on voit que maintenant, donc on a toujours le choix des diagrammes enveloppes, mais on se retrouve avec toutes les combinaisons et on peut aller afficher les diagrammes pour une combinaison spécifique. On voit que les diagrammes changent. Voilà. Donc on peut, on l'a vu, utiliser les diagrammes pour aussi vérifier la marge de sécurité pour un ferraillage généré. Décider si vous devez recalculer avec un paramétrage différent dans les dispositions de ferraillage, par exemple, ou si vous devez modifier manuellement des aciers générés lorsqu'il y a un souci. Donc vous pouvez voir les valeurs des diagrammes le long avec le curseur de la souris. Quand on déplace horizontalement, on voit exactement la valeur. Hop, ici la valeur des diagrammes. On peut aussi, là on affiche les diagrammes pour les deux travées, on peut afficher les diagrammes pour une seule travée, donc pour la combinaison qu'on veut. Vous voyez, on a la valeur de diagramme, la valeur en X, etc. Ou switcher d'une travée à l'autre.
Ensuite, donc pour les poteaux, pensez bien à définir les paramètres de flambement pour les poteaux BA. Le mieux c'est de le faire évidemment dans le modèle de calcul, de façon à ce qu'il soit cohérent entre le module de ferraillage réel, le module poteau BA, quoi, et le module de ferraillage théorique des barres BA. Pensez bien à vérifier aussi quel type d'efforts internes et vérifications sont paramétrés pour le calcul des poteaux, car ils peuvent ne pas être inclus dans le paramétrage par défaut, ou alors si vous souhaitez exclure certaines valeurs d'efforts, enfin certains plutôt torseurs. Donc si on revient sur le modèle de calcul, je vais sélectionner un poteau. Voilà. Alors on voit que c'est un poteau qui est au bout d'un voile. Ici, si j'affiche le repère local, on voit que peut-être que le moment autour de MY ne sera pas utile. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller définir un type de barre particulier pour cette barre en lui disant je veux négliger ce moment et puis prendre en compte le flambement dans ce sens-là. Poteau 2, enregistrer, appliquer, et je l'applique à mon poteau. Ensuite, donc, je sélectionne mon poteau et lorsque je l'exporte vers le module poteau BA, ok, hop. Et donc si je regarde le flambement, c'est bien ce qu'on a défini dans la partie structure qui a été repris. Et ensuite, on peut donc aller dans les options de calcul, lui dire que, évidemment, c'est un calcul en flexion, et que ce qu'on veut prendre en compte, c'est en flexion simple, ce moment-là. Et ensuite, on peut calculer notre poteau. Voilà, donc il y a évidemment un calcul sismique qui est fait, des cas de séisme, donc on va les prendre aussi dans les options de calcul, les dispositions sismiques. Voilà, donc il nous indique qu'on est en flexion composée et qu'il n'y a qu'un seul moment de flexion qui a été imposé, et donc voilà, on vient de calculer notre poteau en négligeant une des composantes. On peut vérifier la capacité des poteaux BA en regardant le diagramme d'interaction pour chaque combinaison. Donc si je reviens sur mon poteau, que je vais sur le module de résultat, on peut voir ici que je peux afficher toutes mes combinaisons. On voit d'ailleurs que au point de vue marge de sécurité, elle est importante, qu'on pourrait réduire la taille du poteau. Donc c'est ce qu'on va faire. On pourrait par exemple, je sais pas, mettre un poteau 30-30. OK. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'on puisse ensuite, avec cette option, mettre à jour la structure. Donc si on le fait, évidemment, là, il va me proposer, vu que le modèle de calcul avec tous les résultats RDM, donc il va les supprimer, il faudra recalculer la structure, vu qu'on réinjecte là le changement de section du poteau. Alors, donc, on passe aux semelles isolées. Donc, pour le dimensionnement des semelles BA, donc, il faut non seulement définir des couches de sol ou une contrainte limite, mais il faut aussi définir les paramètres de vérification requis dans la boîte de dialogue des options géotechniques. Donc, si on fait ça sur notre modèle, alors je vais recharger le modèle parce que comme j'ai changé la section de mon poteau, j'ai plus mes résultats. Donc, je sélectionne
un des appuis. Je l'exporte vers le module semelle. OK, toujours sur les cas simples. Voilà ma semelle. Je vais lui attribuer les paramètres de sol. Donc, on va le faire avec le sol que j'ai déjà sauvegardé précédemment. Donc, j'applique ça sur ma semelle. J'oublie pas d'aller dans les options géotechniques, lui dire que le calcul, c'est pas sur une contrainte qui est imposée, mais de laboratoire, vu que j'ai défini mes couches de sol. Et ensuite, si je calcule, évidemment, toujours le message comme quoi il y a un calcul sismique qui est fait, il faut prendre en compte les dispositions sismiques, ce qu'on va faire dans les options de calcul. Voilà, et ma semelle est calculée, redimensionnée en fonction des paramètres de sol qui avaient été définis. Pour les résultats des semelles, on peut accéder aux résultats géotechniques des combinaisons qui sont utilisées pour les vérifications de stabilité, comme par exemple la contrainte de sol. Et on peut voir ça dans le diagramme sur la droite de l'écran en passant le curseur de la souris dessus. On peut voir ça dans notre modèle si je vais sur semelle résultat. Si je clique par exemple sur charge limite, il nous montre ici la combinaison dimensionnante pour cette vérification. Ici, en passant mon curseur de souris, je peux voir ma contrainte admissible et ma contrainte dans le sol. Je peux voir aussi mes autres vérifications géotechniques, surface de contact, avec à chaque fois la combinaison dimensionnante, stabilité au glissement, stabilité au renversement. Voilà. Et aussi, on peut voir aussi les combinaisons qui sont utilisées pour calculer le ferraillage de la semelle. Donc ça, ce sont les combinaisons qui apparaissent avec une petite astérisque devant. Si je regarde ça sur mon modèle, donc je descends là, je prends cette combinaison-là. Donc on peut voir qu'à ce moment-là, donc il nous montre des résultats d'armature. On peut voir quelle est la combinaison dimensionnante pour ce qui est du poinçonnement avec le périmètre, et on peut voir donc les résultats de ce que sont le ferraillage qui a été calculé. On peut éventuellement voir quelle serait, si c'était une autre combinaison qui était prise pour calculer le ferraillage, quels seraient les résultats du ferraillage sur ces combinaisons. Voici les erreurs les plus courantes qui sont remontées au support par rapport à ce sujet-là. Donc, pas de type, comme on l'a vu pour le dimensionnement du ferraillage théorique des barres BA, pas de type de barre béton ou de paramètres de calcul assigné aux barres. Donc on aura un message d'erreur pendant le calcul du ferraillage théorique. On le voit bien, aucun paramètre assigné. Dans le module poutre béton armé, lorsqu'on a des ancrages en U qui sont en quelque sorte écrasés par des poutres qui seraient trop étroites, donc à ce moment-là, aller dans le ferraillage des ancrages, aller switcher vers un autre type. Quand on utilise pour par exemple créer une section en T, au lieu d'utiliser une section de type béton, on utilise la boîte de dialogue des sections acier. Et ensuite, on va lui forcer un matériau béton. Donc ça, c'est pas bon. Il faut partir directement vers une section en T, béton comme on le voit là. Et puis, selon les sollicitations que vous avez sur votre structure, n'avoir pas toutes les combinaisons qui soient générées. Si vous avez du séisme, n'oubliez pas de vérifier dans les pondérations que vous avez bien des combinaisons accidentelles qui sont générées. Voici d'autres options que peut-être vous ne connaissez pas. Quand vous avez des éléments BA que vous avez calculés pour accéder à un élément BA, poutre, poteau, semelle, etc., déjà créé ou calculé, vous double-cliquez sur son nom dans le gestionnaire d'éléments BA à gauche de l'écran. Quand vous changez les valeurs de charge sur un modèle, vous pouvez mettre à jour les chargements sur un élément BA déjà existant, et plutôt que de supprimer celui-ci et l'importer de nouveau depuis le modèle, à ce moment-là, ça vous permet non seulement de calculer un nouveau ferraillage basé sur l'augmentation éventuelle des valeurs des efforts internes dus au changement de chargement, mais aussi de vérifier un ferraillage existant sur un nouveau chargement.
Et au cas où vous apercevez dans un module de dimensionnement que vous devez augmenter ou diminuer la dimension d'une section pour pouvoir calculer correctement le ferrage de celle-ci, vous pouvez directement mettre à jour le modèle, comme on a vu tout à l'heure avec le poteau, depuis le module de dimensionnement BA. Depuis la version 2016 de Robot, vous pouvez identifier, lorsque vous avez un message d'erreur ou d'avertissement pendant le calcul, vous pouvez vérifier quelles sont les barres d'armature impliquées dans ce message. Donc ça vous permet de pouvoir corriger plus facilement ou modifier éventuellement manuellement le ferraillage. Donc pour ce qui est du module de ferraillage théorique des barres BA, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez des erreurs et que vous voulez le détail exactement sur ce qui se passe, qui empêche le logiciel de calculer le ferrage théorique de ces éléments, en allant sur les onglets poutre, poteau et général du tableau de ferraillage théorique, vous pouvez faire un clic droit, colonne sur ce tableau et afficher à ce moment-là une colonne supplémentaire qui s'appelle note, qui vous donne le détail. Là, dans l'exemple qu'on a, c'est résistance au cisaillement insuffisante. Ensuite, il est possible d'effectuer des modifications manuelles à un ferraillage qui a été généré automatiquement. Vous pouvez éditer un groupe de barres ou une barre seule de ferraillage, après les avoir sélectionnées depuis le tableau des armatures. Donc à l'onglet général, on sélectionne plutôt des groupes, c'est-à-dire qu'on sélectionne par type d'armature, alors qu'à l'onglet détaillé, on peut sélectionner barre à barre, ou on peut évidemment le faire sur la vue de la structure. On peut non seulement changer un diamètre d'une barre, mais on peut la déplacer, la rallonger, la raccourcir, redéfinir le crossage, etc. Donc si je montre ça dans Robot, sélectionner. Okay. On sélectionne une barre. On la calcule, on l'envoie vers le module d'exécution. OK. On le calcule. En poutre de ferraillage, si on va sur l'onglet détaillé, on voit que là les barres sont pas très bien alignées. On pourrait imaginer qu'on sélectionne ces barres et puis on va les déplacer. On va déplacer leur point d'origine pour la recadrer. Pareil pour celle-là, dans le sens inverse, on va enlever 2 cm. Voilà, mais on aurait pu très bien le faire, bien sûr, si on recalcule pour avoir. Vous voyez, là j'ai pas figé, donc il va remettre le ferraillage qu'il avait calculé tout seul, mais on peut le faire aussi par les dispositions en demandant des armatures symétriques. À ce moment-là, quand on calcule, voilà, on a un ferraillage symétrique. Si je reviens sur la géométrie et que je sélectionne cette fois une autre poutre, je l'envoie vers le module d'exécution. OK. Je calcule. Je vais dans le bureau poutre ferraillage. Hop. Et donc, si je veux, par exemple, ici, je sélectionne. Alors là, je vois que j'ai sélectionné graphiquement. Je veux seulement avoir les principales supérieures. Et on pourrait très bien imaginer qu'on veuille dire que, je sais pas, je veux crosser mes aciers. On voit que j'ai mis une crosse à 90 ici. Et que la longueur, après crossage, voilà, que je veuille obtenir ce ferraillage là. Voilà, donc modification très facile. Si je reviens à ma présentation, hop. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut modifier sur une barre par la boîte de dialogue des propriétés de la barre. On peut aussi utiliser le jeu d'outils d'édition des armatures pour changer manuellement le ferraillage généré. Donc je vais vous montrer sur la poutre qu'on a déjà ouverte.
Si je reviens au module de ferraillage, hop, celle-là. Si par exemple, donc je vais me mettre en 3D, hop. Si je sélectionne ici cette barre-là et cette barre-là, je peux aller là, armature, je veux joindre les armatures, et à ce moment-là, si je la sélectionne, je n'ai bien plus qu'une seule barre. Voilà, donc modification, c'est facile. Il est aussi possible de redéfinir la distribution des cadres, par exemple pour déplacer un cadre généré dans une réservation. Donc si on revient sur ma poutre, alors ce coup-ci je vais figer mes modifications. Voilà, donc je vais créer une réservation, on va dire pour un câble électrique, une réservation circulaire. Hop. Voilà. Ajouter. Et si je mets... Voilà, on voit par exemple que ma réservation tombe pile poil sur un cadre. Et donc je peux aller, si je sélectionne mes cadres à l'onglet général, je vais ici et j'ai ici la répartition. Je peux aller lui dire que je veux changer ma répartition pour n'avoir plus le cadre. Donc si je vais, donc j'ai figé mon ferraillage, je peux aller sur analyse, vérifier. Donc là ça passe, et si je remets l'auto-vérification et que ce coup-ci je vais supprimer, mettons, un cadre, voilà, la vérification automatique me dit que voilà, il faut, j'ai quelque chose au niveau du tranchant qui ne passe plus, évidemment, j'ai supprimé un cadre. Voilà, donc les modifications sont tout de suite prises en compte. Voilà. Ensuite, après l'édition ou la modification du ferraillage, comme vous l'avez vu sur ce que je vous ai montré, il ne faut pas oublier de figer le ferraillage. Sinon, quand vous allez recalculer la poutre, le ferraillage d'origine sera régénéré et vos modifications seront quelque part effacées. Et donc, après, vous pouvez lancer la vérification, comme on l'a vu. Auto-vérification étant cochée par défaut, mais vous pouvez forcer la vérification en la lançant vous-même. Donc vous pouvez aussi, quand le besoin, si vous avez besoin de rajouter de nouveaux diamètres ou de nouvelles classes de béton, aller éditer la table des armatures. Donc là, ça se trouve en allant par outil préférence de la tâche. On va sur catalogue et barre d'armature. On clique sur le catalogue, ici le catalogue NF, on clique sur éditer et on a la table pour aller changer ce qu'on veut ou rajouter ce qu'on veut. Même chose pour les treillis soudés, toujours dans les préférences de la tâche, ici treillis soudés, la table, la base de données ADETS qu'on peut aller éditer. Si vous avez besoin de renseignements par rapport aux différentes colonnes que vous aurez à renseigner, vous avez deux onglets ici, description et formule, qui vous donneront plus de détails là-dessus. Et enfin, quand parfois dans les modules d'exécution, si vous perdez les onglets en haut de l'écran qui vous permettent de naviguer, d'aller sur les diagrammes de résultats, sur le ferraillage de la poutre, revenir à sa définition, etc. Si vous perdez ça, vous pouvez toujours les restaurer en allant, comme montré sur ce slide, par outils personnalisés, réinitialisés à partir du modèle. Voilà, ça restera le bureau par défaut. Voilà, bon, c'était un peu long, il y avait beaucoup de choses à montrer, mais maintenant, si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté. Alors, merci François pour ta présentation. On a eu quelques questions pour le temps qui nous reste. Donc pour une semelle sur appui élastique, est-il possible de calculer la flèche suivant le ferraillage mis en place? Alors ce que j'ai répondu, c'est que oui, effectivement, dans le module poutre sur sol élastique, on a accès à l'onglet poutre sur sol élastique diagramme, dans lequel vous pouvez retrouver les différentes valeurs de déformation dues aux charges permanentes, aux cloisons, totales et admissibles. Donc ça c'est possible, ça prend en compte le ferraillage. Voilà.
Après, on nous a posé la question de savoir si tu pouvais montrer rapidement un exemple de poutre à inertie variable, sachant que j'ai répondu que l'idée est de créer une poutre par segment de section constante en fait. C'est ça, ça va être quelque part en marge d'escalier. Si on a, par exemple, on prend cette section-là. Donc ici la section fait 20-40 et elle est définie de 0 à 55, ou enfin de son origine à son extrémité. On pourrait imaginer que de 0 à, je sais pas, 0,50, on ait une section qui fasse 50 de haut. Voilà. Et donc, si on zoome là-dessus, voilà. Après, on peut imaginer une poutre qui, par marge d'escalier, change de section. Comme je vous l'ai montré pendant la présentation, vous pouvez faire varier, savoir si ça doit décroître d'un côté ou de l'autre, etc. Vous pouvez faire varier le. Voilà. Et donc, logiquement, hop. Eh ben, ouais. Bon là il y a un petit souci, mais normalement on peut mettre le décaissé dessus, dessous, etc. Comme on veut. Donc ensuite on a une question par rapport aux stabilités de fondation dans le cas en situation sismique. Savoir si ça c'est maintenant pris en compte dans la 2016. Donc ce que j'ai répondu c'est que dans la 2016 donc on a la nouvelle norme qui est la NFP 94-261 qui est l'annexe nationale de l'Eurocode 7. Et malgré la sélection de cette norme, effectivement les vérifications de stabilité sous séisme ne sont pas réalisées, mais de ce que je sais, alors comme je disais à l'utilisateur, je vérifierai, je donnerai la réponse sur le forum, mais de ce que je sais, l'Eurocode 7 ne spécifie pas clairement de quelle manière on doit vérifier les stabilités. Mais avant d'affirmer quoi que ce soit, je vais vérifier et je mettrai la réponse définitive donc sur le forum dans la page de feedback. Donc ensuite, oui, on a eu également une question concernant donc dans le cadre d'une analyse de capacité pour une structure existante, comment utiliser au mieux les modules de béton armé de robots pour vérifier les résistances des membrures, poutres et colonnes d'une structure, par exemple, dans un premier cadre sur les charges gravitaires. Donc là, pour répondre, j'ai supposé que donc la structure est connue, on connaît à la fois son ferraillage, ses charges, etc. Et à ce moment-là, ce qu'on peut utiliser, c'est la fonction armature type qui est disponible dans le module d'exécution. Où l'idée, en fait, c'est de forcer un ferraillage et on va venir vérifier que le ferraillage mis en place, qu'on a forcé, permet de reprendre les charges qu'on applique aux éléments. Donc ça marche pour les poutres, les semelles et les poteaux. Voilà par rapport à ces questions. On avait également une question concernant, alors que je la retrouve, qui concernait les nœuds en fait, les nœuds poteaux-poutres. Donc comme je disais, comme je l'ai dit à l'utilisateur, donc c'est possible de le faire dans la mesure où vous avez dans le module d'exécution calculé des poutres et des poteaux. Vous pouvez créer un nouveau nœud pour les règlements BAEL et Eurocode. Et en créant un nouveau nœud, vous indiquez dans quelle direction vous voulez appliquer donc les poutres. Vous indiquez dans quelle direction qui est la poutre appartenant au nœud et les porteurs, donc poteaux inférieurs et supérieurs. Et donc le nœud est vérifié. J'ai mis un lien, ça je le posterai sur le forum, un lien vers l'aide en fait qui explique en détail comment fonctionne cette option et quelles sont les limitations. Donc ça on le postera également sur le forum. Donc ensuite là pour les questions c'était à peu près tout. On a des personnes qui te remercient pour la présentation et puis pour on va dire le concept de webinaire en lui-même. Celui-là était un peu plus long que
que le format habituel qui est plutôt 40 minutes et 20 minutes de questions, mais il y avait énormément de choses à montrer. On est même obligé de le faire en 2 fois là sur le dimensionnement béton armé pour scinder un peu les choses. Désolé si ça débordait un petit peu par rapport à l'horaire qui était prévu, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Voilà, et donc on a une question de dernière minute concernant les enregistrements. On va mettre, comme pour chaque webinaire, en fait, on a une page dédiée sur le forum. Je ne sais pas si tu peux la montrer, si tu l'as à disposition, où on met la réponse aux différentes questions qui ont été posées pendant les sessions et les liens qui permettent de télécharger à la fois le PowerPoint pour avoir le support et puis le lien vers la vidéo YouTube. Donc tout ça sera fait. Ça prend un peu de temps, il faut encoder la vidéo, etc. Donc c'est pas immédiat, mais on va dire que d'ici, je pense que début de semaine prochaine, ça sera disponible. Oui, donc effectivement sur la page la page la plus importante en fait par rapport à ces webinaires, c'est la page de feedback sur lequel vous pourrez à la fois donner vos commentaires et où il y aura les liens vers les enregistrements et ce pour chaque session. Si je montre, voilà, c'est cette page-là. Voilà, la page de feedback. Donc, vous voyez que selon les webinaires, on répond à toutes les questions et on met les liens vers l'enregistrement qui renvoie vers YouTube. Voilà. Donc, allez sur le forum français de RSA pour trouver cette page-là. Ok, qui est lisible ici, feedback. Non, là je suis pas logué, donc mais normalement ça apparaît dès la partie haute et donc la page des feedbacks est là pour accéder facilement à toutes les infos liées au webinaire. Voilà, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et normalement le prochain sera résume slideshow. J'ai un petit problème avec ma présentation. Le prochain est prévu pour le prochain en français est prévu pour le 11 juin. Et donc le sujet, dimensionnement en béton, procédure pour le dimensionnement des plaques et coques, d'aller voilà. Merci d'avoir suivi ce webinaire et à la prochaine fois.